Did you know that foreign investors are quietly funding lawsuits in American courts through a practice called third-party litigation funding? Shadowy overseas funders are paying to sue American companies in our courts, and they don't pay a dime in U.S. taxes if there is an award or settlement. They profit tax-free from our legal system, while U.S. companies are tied up in court, and American families pay the price, to the tune of $5,000 a year. But there is a solution. A new proposal before Congress would close this loophole and ensure these foreign investors pay taxes, just like the actual plaintiffs have to. It's a common-sense move that discourages frivolous and abusive lawsuits and redirects resources back into American jobs, innovation, and growth. Only President Trump and congressional Republicans can deliver this win for America and hold these foreign investors accountable. Contact your lawmakers today and demand they take a stand to end foreign-funded litigation abuse. Hi, I'm Raj Punjabi from HuffPost. And I'm Noah Michelson, also from HuffPost. And we're the hosts of Am I Doing It Wrong?, a new podcast that explores the all-too-human anxieties we have about trying to get our lives right. Each week on the podcast, Raj and I pick a new topic that we want to understand better and bring a guest expert on to talk us through how to get it right. And we're talking like legit credible experts, doctors, PhDs, all-around superheroes. From HuffPost and Acast Studios, check out Am I Doing It Wrong? Wherever you get your podcasts. Salut à tous et bienvenue sur Touchdown Actu. On se retrouve comme chaque jour pour vous faire un débrief d'une équipe NFL pour revenir plus précisément sur ce qui s'est passé pour l'équipe en question lors de la dernière draft NFL 2025. Quels ont été les choix les plus pertinents, les plus intrigants, les plus décevants concernant l'équipe dont on va parler. On parle aujourd'hui du dernier finaliste du Super Bowl, les Kansas City Chiefs, acteur incontournable saison après saison qui pour entourer efficacement Patrick Mahomes. On va en parler dès aujourd'hui avec Alexandre Locke. Salut Alex. Salut Greg et bonjour à tous. Avec donc pas mal de chantiers du côté de cette équipe de Kansas City, qui a d'ailleurs déjà été active pendant la free agency, en tout cas pendant la période pré-draft, en laissant partir notamment Joe Thuney du côté de Chicago. Ça ne vous aura pas échappé, c'était pas la seule décision, mais en tout cas ça a été une des décisions les plus radicales prises par le front office et par le general manager Brett Veach. On va donc développer les choix, Alex, réalisés par les Kansas City Chiefs au cours de cette draft. Ça a commencé au premier tour avec Josh Simmons, l'offensive tackle d'Ohio State. Ils ont ensuite sélectionné Omar Norman-Lott, le defensive tackle de Tennessee, au deuxième. Au troisième tour, on a eu Ashton Gillott, defensive end de Louisville, et Noel Williams, cornerback de California. On a ensuite retrouvé Jalen Wiles, le receveur de Utah State, au quatrième. Au cinquième tour, Jeffrey Bassa, linebacker d'Oregon, pour terminer au septième tour avec Brashard Smith, running back de SMU. On en parlait un petit peu en off. Qu'est-ce que tu as préféré, Alex, concernant cette draft des Chiefs? J'ai préféré la journée du samedi, voilà. Donc c'est pas rarement forcément, bon signe, dit comme pas ça. forcément bon signe, effectivement, pas forcément les premiers choix, je le concède. Et qu'est-ce que tu as préféré, du coup, dans cette journée du samedi, concrètement? Bah, moi, je suis plutôt intéressé par Jalen Royals aux Chiefs. Je trouve que c'est un choix qui est assez intéressant, qui complète une escouade de receveurs qui est vaste, mais qui manque de leadership, on va dire, même si Rashee Rice devrait peut-être endosser le costume de numéro 1 après sa blessure, même si Xavier Worthy a été sélectionné au premier tour. Je pense que ça restera euh, avant tout une solution dans la profondeur et pas forcément un receveur à 1500 yards. Euh, donc Jalen Royals, pour moi, il va apporter déjà un complément dans cette liste-là, un potentiel, peut-être un profil un petit peu différent également. Et je trouve que voilà, quatrième tour, c'est un joueur que j'aurais aisément pu voir partir avant. Donc compte tenu des parce que moi j'estime être des gros problèmes dans le jeu aérien des Chiefs l'année dernière et un Patrick Mahomes qui m'a semblé comment dire gentiment pour pas tomber en déclin parce que ça serait un peu trop fort, un petit peu moins en verve. Rouillé.
voilà, un petit peu rouillé, un petit peu grippé dans tout un tas d'aspects de son jeu. Rajouter Royals, je pense que c'est pas inintéressant. Et après, j'ai bien aimé l'apport d'un Brashard Smith au septième tour, compte tenu là aussi de la relative faiblesse de ce corps de coureurs, de cette escouade de coureurs. Je pense que à l'image d'un Isaiah Pacheco, qui est aujourd'hui le coureur numéro un, qui avait été sélectionné peut-être pas si tard, mais pas loin, il y a 2 3 ans, je pense que Smith peut se faire une place. Je pense pas qu'il soit moins talentueux que ce qui existe aujourd'hui. Et il devrait pouvoir arriver à trouver sa place. Après, on va voir je sais pas si Karim Hunt va vraiment rempiler, vraiment jouer. Mais voilà, Brashard Smith, ça peut être intéressant. Oui, Pour ce qui est du jeudi et du mardi, c'est un petit peu, et du vendredi, pardon, c'est un petit peu plus discutable. oui, tout à fait. Je revérifiais, il y a quand même quelques points communs, parce qu'en effet, Pacheco et Smith ont tous les deux été draftés au septième tour. Ah voilà, bon, tu vois, je pensais que c'était sixième Et Pacheco, mais Smith est 228 alors que Pacheco était 251, pour même encore contextualiser. plus loin. D'accord. Et c'est vrai que Brashard Smith, j'allais dire, c'est peut-être son profil un petit peu tassé qui peut le desservir, mais ils font la même taille avec Pacheco. Donc au final, il y a beaucoup de points communs. Attention, Isaiah, si tu écoutes cette preview, tu es prévenu. Moi, c'est un joueur que j'adorais, en tout cas. C'est un ancien receveur, il me semble, de formation, Brashard Smith, qui forcément été un peu repositionné dans le backfield offensif, de par justement peut-être un physique qui n'a pas toujours avantagé en un contre un. Mais c'est vrai que c'est une boule d'énergie et un joueur qui est capable vraiment de capitaliser sur beaucoup d'opportunités. En tout cas, dans une attaque très aérienne comme celle comme celle de d'SMU, pardon. Il a vraiment réussi à tirer son épingle du jeu, donc nul doute que du côté de Kansas City, ça pourra le faire. Je te rejoins globalement aussi sur Jalen Royals et sur le profil un petit peu plus varié qu'il peut apporter au milieu d'un Rashee Rice et d'un Xavier Worthy. Donc là-dessus, on sera assez d'accord. C'est vrai que si on tique un petit peu plus, alors, concernant les 3 premiers tours, je dirais pas que j'ai commencé à m'enjailler, comme disent les jeunes, à partir du samedi du côté de Kansas City. Il y a des joueurs que j'aime bien dans ce qu'a proposé Kansas City avant. Alors, un cornerback au 3e tour, j'ai rien contre Noel Williams, qui en plus c'est un joueur qui a déjà démontré une capacité de turnover assez délirante l'année dernière du côté de Cal. Après, je trouvais qu'avec l'excellent travail de Dave Merritt, il n'y avait peut-être pas besoin d'aller chercher un corner aussi haut quand on voit qu'ils sont capables d'en développer des très très bons ces dernières années. En plus, je crois qu'ils ont pris Christian Fulton pendant l'intersaison, donc ça c'est encore autre chose. Oui. Mais c'est vrai que les 2 premiers choix notamment posent beaucoup d'énigmes. Je pense que c'est là aussi, par exemple, où tu auras peut-être tendance à tiquer Alex. On a un Josh Simmons qui en effet a montré une bonne progression ces dernières années avec son passage de San Diego State à Ohio State, mais forcément cet énorme point d'interrogation pour un joueur qui a eu pas mal de mois blessé, déchirure des ligaments croisés, et pour un joueur qui est susceptible d'être utilisé sur le poste de tackle gauche, puisque c'est là clairement où il y a les besoins les plus prégnants. A priori, de l'autre côté, on a toujours Jawan Taylor. Et Omar Norman-Lott, là aussi, c'est un joueur qui a énormément de potentiel, qui a vraiment démontré une bonne capacité de pression également du côté de Tennessee, mais qui était beaucoup dans de la rotation du côté des Volunteers, qui a jamais vraiment réussi à tirer son épingle du jeu en termes de snap. Et c'est peut-être là où on se dit, il y avait des besoins sur l'intérieur de la ligne défensive, ça c'est sûr. Maintenant, la question c'est de savoir à partir de quand il va vraiment être capable d'être celui qui va bouleverser la hiérarchie. Ah, c'est pas forcément le joueur. Il y a eu pas mal de pertes de mémoire. Tu l'as dit. Enfin, il y Bah, avait des besoins. Ils ont ils ont perdu perdu Wharton. Nady notamment, qui est Voilà, et parti aux Nadi, ouais. Jets aussi. Ouais. Euh, donc pourquoi pas. Mais je pense qu'il y avait peut-être des profils dans une classe qui était assez riche. On a parlé des recrues des Bills notamment il y a 2 jours. Il y avait des profils qui peut-être pour moi étaient un peu plus évidents. Euh, Après, il faudra voir sur le long terme. Ce qui me gêne par rapport à Josh Simons, pour revenir à lui, parce que c'est quand même le premier choix, un premier tour, c'est pas tant le niveau du joueur sur lequel je vais pas émettre de jugement parce que le talent est certainement là. C'est une question de blessure, et une question de logique par rapport à son comment dire son planning de jeu. Est-ce qu'il va jouer en 2025 déjà? Euh, c'est tout sauf évident. Sauf que les Chiefs, ils sont dans leur fenêtre. Alors ça fait plusieurs années, ils ont gagné 3 titres, etc. Mais ils ont besoin de continuer à gagner tout de suite. Et où est-ce qu'ils ont perdu le Super Bowl contre les Eagles? Où est-ce qu'ils avaient perdu le Super Bowl contre les Buccaneers? C'est sur la ligne offensive, où ils se sont fait
détruire, voilà, par une ligne qui, en plus, si les gens se souviennent bien, n'a produit aucun blitz de tout le match. Donc, ils avaient besoin d'un titulaire tout de suite. Donc, qui va jouer en 2025? Josh Simons, il va jouer en 2026. Dans quel état par rapport à sa blessure? Avec un acolyte en face, le tackle droit, qui est pas bon, juste, je trouve. Donc, Ah, sur les flags, il est pas mal quand même. oui, sur les flags, il est pas mal. Et dans la mesure où les flags sont assez peu sifflés pour les Chiefs, ça va. Ça c'est fait. Mais ça m'inquiète en fait parce que je pense que Mahomes, on en a un peu parlé, je l'ai un petit peu dit quand je veux parler des receveurs, il a besoin en 2026 de se rassurer un peu. Donc pour se rassurer un peu, je pense en 2026 pardon, 2025, il a besoin de se rassurer, il a besoin de peut-être un peu plus de temps, peut-être de moins jouer au héros. Parce que c'est une tendance qu'il a quand même quand ça tourne pas toujours bien et il fait le héros. Et pour pouvoir se défaire de ça, de ce défaut-là, il faut pouvoir se sentir bien dans sa poche. Donc avec un Josh Simmons qui va pas jouer, voilà, je sais pas pourquoi, je comprends pas. Il y avait peut-être une autre option pour être efficace tout de suite. Donc voilà, un peu déçu en fait pour l'immédiat. Ouais, j'ai pas grand-chose de plus à rajouter. C'est vrai que après, on peut peut-être se dire du côté des Chiefs qu'on a voulu miser sur un joueur en espérant quand même que les expériences de l'année dernière allaient peut-être gagner en assurance en 2025. Les essais avec Wanya Morris, Kingsley Suamataia, qui était que dans sa saison rookie l'année dernière, peut-être qu'on s'est dit en apportant peut-être une émulation un peu positive. Alors il y a Jalen Moore aussi qui arrive, hein. C'est vrai qu'on a tendance à l'oublier un petit peu, mais qui a pas Oh un super. échantillon de match absolument dingue du côté des Niners. En tout cas, il a été signé comme un joueur pouvant prétendre à être un tackle gauche l'année prochaine. Donc c'est vrai que peut-être que tout ce petit mix fait que voilà, Josh Simmons qu'on attend plutôt à gauche, a priori, d'un point de vue talent et de par son statut de premier tour, peut-être que c'est aussi un moyen de dire à Jawan Taylor, bon, bah, écoute, si t'es pas bon que cette année, on a trouvé ton Oui, oui, remplaçant peut-être. aussi, hein, mais bon, voilà, il y a au moins cette latitude-là, cette flexibilité-là chez ce joueur, ça reste un profil assez complet. Après, voilà, ça reste aussi un joueur qu'il va falloir couver et surtout protéger d'un point de vue santé. Et comme tu l'as dit déjà, est-ce qu'en 2025, il sera vraiment capable de retrouver les terrains? C'est tout ce qu'on lui souhaite, mais c'est clairement pas celui qui rassure le plus dans le domaine médical. Je pense qu'on a fait à peu près le tour. Tu voulais rajouter quelque Ouais. chose sur cette classe des Bah, Chiefs ou qu'on a directement à la ouais, le note? troisième tour, Ashton Gillott, j'ai rien contre le joueur que je gardais un œil sur lui un peu, mais pas forcément si haut. Et je pense que pour un tout début de troisième tour, c'est peut-être un peu haut. Je pense qu'il y avait peut-être d'autres choses à faire. Alors moi j'aimais d'autres pass rushers qui pour le coup sont partis nettement plus tardivement comme Swinson ou Kennard, mais qui auraient peut-être pu avoir des profils un petit peu plus euh, un peu plus adéquats. Je sais pas, Guillotte, je le sens pas forcément. Enfin, je le trouve manque peut-être un petit peu de gabarit pour le système des Chiefs. Je Ah, voilà, je trouve que c'est un peu tôt. moi, j'avoue, c'est un joueur que j'aimais bien. Après, je trouve il a un côté justement un peu comment dire, defensive end classique slash defensive end dans une 34, un profil vraiment assez polyvalent, qui me rappelle un petit peu en sortie d'université justement ce que pouvait proposer un Mike Dana, par exemple. Donc c'est vrai qu'il peut y avoir cette rotation assez intéressante. Après, voilà, c'est un peu ce qu'on disait tout à l'heure. Ils vont pas mettre que des choix de ligne offensive dans cette draft non plus, hein. Faut aussi considérer d'autres postes. Et là, en l'occurrence, ils ont principalement mis l'accent sur les tranchées en règle générale. Mais c'est vrai que quand tu te dis que tu as des titulaires très établis en tant que defensive end, rien ne t'empêche, hein. Beaucoup d'équipes le font de peut-être mettre deux choix sur la ligne offensive, de voir éventuellement si tu as moyen de continuer justement entre guillemets en accumulant pas mal de joueurs, de potentiellement trouver la bonne solution pour l'avenir. Après, moi, Gilotte, je me dis, si on lui laisse un petit peu le temps, faut voir, mais c'est vrai qu'il y a aussi le risque qu'en effet, on ait pris un joueur peut-être un peu plus haut et qu'on se retrouve avec la même problématique qu'un Félix Anudike-Uzomah également, qui est un grand espoir en fin de premier tour et qui malheureusement a déçu depuis son arrivée du côté des Chiefs. Ouais. Ta note, donc concernant Kansas City. J'ai pas Allez, l'impression qu'on va aller très très haut. non, allez, on va mettre un bon petit 4. Bah écoute, si on m'a Tu es invité à faire cette émission, c'est pour un peu saquer quand même. On sait que quand tu es c'est... instituteur dans la vie, Alex?
Non, mais écoute, je pourrais me reconvertir. Il me reste Ah encore un oui, peu d'années de ah oui, carrière. un bon 4. Voilà. Vraiment plein d'espoir. T'allais développer du coup avant que je te coupe, non? Non, non, mais je dis, il faut un peu, il faut un peu sévir quand même. Voilà. Hmm. Au bout d'un moment, on peut pas toujours trouver tout le monde beau et formidable. Et là, c'est vrai qu'il y a pas mal de choses qui me laissent un peu sur ma faim, surtout par rapport à, je trouve, la concurrence en AFC qui elle se renforce plus vite. Et voilà. Donc, les acquis, c'est bien, mais il faut savoir aussi continuer à s'entretenir un peu comme font les Eagles. Donc là, je suis un peu déçu. En fait, je suis un peu partagé sur cette draft parce que je me dis, je peux pas leur reprocher d'avoir essayé. Et comme je l'ai dit, bon, ils continuent quand même d'essayer de blinder les lignes dans une équipe qui, malgré tout, quoi qu'on puisse en dire, reste quand même assez complète. Hein. On parle d'une équipe qui était au Super Bowl, c'est pas non plus le fruit du hasard. Et ils ont été invaincus pendant on ne sait combien de semaines, donc c'est forcément, c'est pas non plus une équipe qui a des besoins absolument désespérants partout. Mais c'est vrai que, en effet, je le disais, les deux premiers choix, notamment les choix les plus importants, il y a quand même des points d'interrogation qui sont un peu trop notables. J'aurais du mal à aller plus haut que 5. Voilà, ça me paraît, voilà. Je, je suis toujours un peu plus mesuré que les autres. Pourtant, ton propos était globalement très mesuré, hein, malgré la note. Mais voilà, je me dis, voilà. En tant que, en bon normand, bon suisse, vous appelez ça comme vous voulez, voilà, je mets la moyenne, je salue l'effort, même si je suis pas convaincu des effets à 100% à l'heure actuelle, en tout cas à court terme. Hein. Après, encore une fois, c'est toujours évident. On va pas faire un podcast pour analyser sur un an, un podcast pour analyser sur 3 ans. C'est toujours un petit peu compliqué d'analyser à brûle pour point comme ça une draft au lendemain de l'événement. Voilà en tout cas ce qu'on pouvait dire sur les Chiefs. On se retrouve très bientôt pour la dernière pastille qui sera consacrée aux Detroit Lions. L'occasion pour moi de vous rappeler que si vous voulez assister à un match NFL du côté de Los Angeles au mois d'octobre, eh bien, sachez que c'est possible par le biais de Touchdown Actu et de son partenaire Hard Work Trip. Un voyage qui est prévu au mois d'octobre prochain. Vous pourrez donc au-delà du fait de visiter cette formidable ville de Los Angeles, assister à un match des Los Angeles Chargers, visiter également les installations NFL ou encore même fouler la pelouse du SoFi Stadium pour réaliser une petite partie. Donc voilà, ça n'arrive pas tous les jours, donc n'hésitez pas à saisir cette occasion. C'est donc au mois d'octobre prochain avec tous les détails que vous pouvez retrouver sur les articles consacrés via touchdownactu.com. Merci encore Alex et à très vite pour une nouvelle émission consacré à la NFL avec toute l'actualité notamment que vous retrouvez sur touchdownactu.com et sur les réseaux sociaux. Salut à tous et à très vite. When you're a forward thinker, the only thing you're afraid of is business as usual. Workday is the AI platform that transforms the way you manage your people and money today, so you can transform tomorrow. Workday, moving business forever forward. Did you know that foreign investors are quietly funding lawsuits in American courts through a practice called third-party litigation funding? Shadowy overseas funders are paying to sue American companies in our courts, and they don't pay a dime in U.S. taxes if there is an award or settlement. They profit tax-free from our legal system, while U.S. companies are tied up in court, and American families pay the price, to the tune of $5,000 a year. But there is a solution. A new proposal before Congress would close this loophole and ensure these foreign investors pay taxes, just like the actual plaintiffs have to. It's a common-sense move that discourages frivolous and abusive lawsuits and redirects resources back into American jobs, innovation, and growth. Only President Trump and congressional Republicans can deliver this win for America and hold these foreign investors accountable. Contact your lawmakers today and demand they take a stand to end foreign-funded litigation abuse.